C'est un dialogue de sourds qui perdure depuis 7 ans. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de tensions et de violences. Nouvelle poussée de fièvre cette semaine. Kiev estime que plus de 100 000 Russes sont massés à sa frontière. Voilà pour le constat. La solution passe pour l'instant par la diplomatie. Vous le voyez, une rencontre a eu lieu ce jeudi entre l'Américain Antony Blinken et le Russe Sergei Lavrov. On les écoute. Nous sommes prêts à aller de l'avant pour régler la crise ukrainienne. Et nos collègues américains ont répété à plusieurs occasions qu'ils étaient prêts à nous aider à y parvenir. Le meilleur moyen d'éviter une crise, c'est la diplomatie. Et c'est pourquoi j'ai hâte de discuter avec Sergueï. Mais, pour être clair et honnête, ce qui est le mieux à faire, si la Russie décide de poursuivre la confrontation, il y aura de graves conséquences. Avec nous en plateau, Yves Doutrio, bonjour, merci d'être sur France 24. Vous êtes ancien porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, ancien ambassadeur à l'OSCE et aujourd'hui professeur de géopolitique à Paris-Dauphine. L'échange a été musclé, nous dit l'agence France-Presse, entre Sergei Lavrov et Antony Blinken, mais ce qui revient, c'est ce besoin de diplomatie. Je crois que derrière tout ça, les Russes, avec ces mouvements militaires, veulent exercer une pression. Et ils estiment que peut-être qu'après l'affaire de Kaboul cet été, les Américains n'ont pas donné la preuve de leur capacité. Donc ils essaient de tester l'Europe, les États-Unis, l'OTAN, dans la mesure où leur grande inquiétude serait qu'un jour l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, et peut-être aussi d'ailleurs la Géorgie. Donc ils montrent leurs dents et ils exercent leur pression. Alors effectivement, comme l'a dit M. Blinken, la parole devrait être donnée à la diplomatie, puisqu'il y a un processus diplomatique qui est engagé depuis 2015, ce qu'on appelle les accords de Minsk, coparrainés par la France et par l'Allemagne. La difficulté, c'est qu'en fait, les parties ne sont pas vraiment d'accord sur les conditions de mise en œuvre de cet accord de Minsk. Pour les Occidentaux et pour l'Ukraine, il faut d'abord que se retirent les troupes étrangères et les armes lourdes de la région du Donbass, donc l'extrême est de l'Ukraine. Donc sur le territoire ukrainien. Sur le territoire ukrainien. Et qu'ensuite, on organise des élections sous contrôle international, par exemple de l'OSCE, avec des observateurs, et qu'enfin, ces autorités locales puissent bénéficier d'une sorte d'autonomie dans le cadre de l'Ukraine. Ça, c'est le plan de Minsk vu par les Occidentaux. Et du côté russe, il semble qu'on pense plutôt qu'il faudrait certes une autonomie, mais que ce soit les sécessionnistes d'aujourd'hui qui occupent le terrain, qui soient les gouvernants de cette autonomie. Et ça, évidemment, ce n'est pas acceptable pour l'Ukraine, qui serait ainsi dépecée en quelque sorte. Je rebondis sur ce que vous disiez sur les élections dans le Donbass. Pourquoi elles n'ont jamais eu lieu ? Eh bien, parce qu'on ne peut pas avoir des élections quand vous avez une situation de quasi-guerre. On ne peut pas avoir des élections en présence de militaires, d'armes lourdes. Il y a quand même eu des milliers de morts depuis ces événements du Donbass de 2014, juste après l'annexion par la Crimée. Donc l'idée, c'est on fait un cessez-le-feu. D'ailleurs, des cessez-le-feu, il y en a au moins eu 5 ou 6 qui n'ont pas été respectés. Cessez-le-feu, retrait des forces, élection et autonomie, dans le cas d'ailleurs d'une réforme de la constitution de l'Ukraine. Voilà le plan diplomatique, et c'est celui-là qu'il faut mettre en œuvre. Donc si je vous suis, donc la Russie veut mettre la pression sur les Occidentaux, sur les Ukrainiens. Est-ce qu'ils iront jusqu'à une invasion de l'Ukraine comme le craint Kiev ? Eh bien, on espère que, évidemment, non, parce que sinon, c'est la fin. Quel est leur intérêt leur intérêt, je ne pense pas que ce soit leur intérêt, parce que en Ukraine, vous avez quand même tout l'ouest de l'Ukraine qui n'est pas très russophile et qui est très attaché à la coopération avec l'Union européenne. Vous savez, on a un accord d'association avec l'Union européenne. Donc, je pense que ce serait une très grave erreur de la Russie. Je pense que le président Poutine en est conscient. Ce qu'il veut, c'est exercer des pressions sur la partie Est, qui est vraiment russophone. Il y a énormément de liens familiaux, sociaux, etc. avec la Russie. Mais l'idée que la Russie puisse annexer l'ensemble de l'Ukraine militairement, comme elle l'a fait avec l'Ukraine, ça, franchement, ça paraît tout à fait irréaliste. Et les Américains non plus n'iront pas à la confrontation, eux qui ont les yeux rivés sur la Chine. Les Américains veulent aussi rassurer les Européens. Il y a eu ces événements avec les migrants là, au Bélarus il y a quelques jours. Il y a la semaine dernière et les semaines précédentes, il y a eu cette réunion de l'OTAN
il y a 3 jours. Mais en même temps, vous avez bien compris que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Ah oui. Et elle est associée, enfin, elle a un partenariat avec l'OTAN. Donc on peut faire de la coopération. Nous, les Européens, on coopère plutôt civilement avec l'Ukraine. Les États-Unis coopèrent militairement avec l'Ukraine. Et on marque notre soutien aux Ukrainiens, avec l'espoir qu'effectivement on n'en vienne pas à des tensions encore plus fortes et plus vives, sur le plan militaire. Puisqu'on le voit derrière vous, hier il y a eu une réunion à Riga, je crois. Voilà, Riga. Les Ukrainiens ont appelé l'OTAN à l'aide et l'OTAN n'est pas opposé à muscler sa présence sur le flanc Est. Ça, c'est l'obsession de Poutine, c'est la ligne rouge. Il ne veut surtout pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Et d'ailleurs, ce n'est pas le plan, en tout cas pas de la France, ni de l'Allemagne d'ailleurs. Puisque dans les années 2000, le président Bush voulait que l'Ukraine et la Géorgie soient intégrées dans l'OTAN. Et c'est la France et l'Allemagne qui, à cette époque-là, se sont opposés. Ce n'est pas la peine non plus de provoquer le voisin russe. On a besoin de coopérer avec le voisin russe. Il ne faut pas le provoquer. Donc on connaît cette ligne rouge, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça signifie que la Russie puisse envahir l'Est de l'Ukraine. Évidemment non. En tout cas, les tensions se poursuivent. On est encore dans l'heure de la diplomatie. Moscou, à l'instant, espère un contact entre Poutine et Biden dans les prochains jours. C'est pourquoi mieux se hisser à la hauteur des Américains ? C'est un peu ce qui s'est passé au printemps dernier. Il y avait déjà eu des mouvements de troupes au printemps. Et finalement, le président Poutine a obtenu ce qu'il voulait, semble-t-il. C'était un sommet avec Joe Biden à Genève début du mois de juillet, pour relancer un peu la coopération. C'était leur première rencontre. Donc visiblement, pour la Russie d'aujourd'hui, on veut retrouver un peu le standing qu'avait l'URSS, finalement, à l'époque de la guerre froide et de la bipolarité du monde. Et alors que dans les années 90, début des années 2000, l'URSS s'est effondrée et la Russie de Yeltsin était très faible. Et donc aujourd'hui, les Russes veulent être pris au sérieux, d'où leur politique en Syrie, en Libye, et évidemment l'annexion de la Crimée, et puis ce qui se passe au Donbass. On en oubliait presque le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui lui aussi veut parler directement avec Vladimir Poutine. Ce qui est normal, et on ne peut que l'encourager, on le soutient. Mais encore faut-il que de l'autre côté, on accepte de lui parler. C'est toute la question. Merci beaucoup Yves Doutrio de nous avoir répondu, professeur de